Fidèle au poste, mesdames et messieurs, c'est dimanche et dimanche c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Nous avons aujourd'hui le réel plaisir de recevoir l'élu de la circonscription de Koutou dans le Maï-Ndombe. Il est du mouvement social, le parti cher à Pierre Lumbi. Donc avec le député Pétillon Mondia Mosengo, nous allons analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, monsieur Pétillon Mondia. Merci beaucoup, madame. Koutou, dans le Maï-Ndombe, c'est vrai que vous revenez de vos vacances parlementaires et on vous reproche de fois que vous ne descendez plus à la base quand vous êtes élu député. C'est Dubaï, Paris, bon, Johannesburg ces derniers temps peut-être pas, les gens n'ont pas envie d'y aller. Mais bon, est-ce que vous êtes reparti à Koutou? Quels sont les problèmes aujourd'hui, les difficultés que rencontrent vos élus, vos administrés de Koutou aujourd'hui? Merci madame Paulette pour votre question. C'est vrai que je viens de Koutou il y a cela 2 semaines. J'ai pratiquement parcouru tous les territoires de Koutou. Il n'y a pas de route à Koutou, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Les gens sont dans une misère noire. Mais les 100 jours du président Fachi n'est pas arrivé là-bas? Les 100 jours ne sont pas arrivés là-bas chez nous. On n'a rien fait là-bas, à Koutou. J'ai même discuté avec l'administrateur du territoire de Koutou qui m'a dit que vous êtes député d'ici. Constatez vous-même sur le terrain. J'ai parcouru pratiquement les 90% du territoire de Koutou. Les 100 jours du chef de l'État ne sont pas arrivés chez nous. Ce programme n'est pas arrivé chez nous. Rien n'a été fait dans ce cadre-là. Voilà, madame. Et par rapport à Pierre Lumbi, par rapport au mouvement social, hein, comment se porte Pierre Lumbi? On ne le voit plus, on ne le sent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il a abandonné ou quoi? Il est en retraite politique. L'inoxydable va bien. L'inoxydable. C'est comme ça que nous l'appelons chez nous. L'inoxydable, le président Pierre Lumbi va bien. Les grands stratèges va bien. Il va très bien. Ok, donc nous allons repartir un peu à Koutou parce que le Koutou c'est le Maï-Ndombe. Quand on voit Maï-Ndombe, on voit Yumbi, on voit tout ce qui s'est passé là-bas. Comment ça évolue? Comment la population, est-ce que la population est de retour à Yumbi? Comment la population est aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est dit à Yumbi? C'est vrai que je ne suis pas arrivé à Yumbi. Yumbi c'est un autre territoire. Ah, c'est un autre territoire, mais c'est quand même dans le Maï-Ndombe. C'est quand même dans le Maï-Ndombe, c'est dans le Maï-Ndombe. Moi je viens de Koutou. Mais les infos que nous avons de Koutou, la population est en train de rentrer. Ah, tout doucement. Tout doucement, oui. Et par rapport à Jatini Ngobila, c'est vrai qu'il a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa, mais le nom de Yumbi lui est collé à la peau. Est-ce que vous avez aussi une suite par rapport à ce dossier? Est-ce qu'il a été blanchi? Comment ça évolue le dossier par rapport à Jatini Ngobila? Le dossier évolue. Jusque-là, je ne suis pas de la justice. Je ne peux pas dire s'il est blanchi ou pas. Donc... sinon, le dossier suit son cours. Le dossier suit son cours. Donc, vraiment, dans la circonscription de Koutou, les 100 jours du président de la République ne sont pas arrivés là-bas. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. J'espère qu'on en tiendra compte hein, avec la formation de ce nouveau gouvernement. C'est notre souhait, madame. Voilà. Qu'on fasse quelque chose pour Koutou. Les gens sont dans une misère noire qui ne dit pas son nom. Indescriptible. Nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs, c'est la rentrée scolaire cette semaine. Comme vous le savez, le chef de l'État est descendu au complexe scolaire Mokengeli dans la commune de Limba pour inaugurer ou ouvrir en tout cas la rentrée scolaire de cette année. Et ce qui est la caractéristique de cette année, c'est la gratuité de l'école primaire cette année. Et nous allons parler aussi de l'intérieur parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est qu'un miroir, ce n'est qu'un reflet de la RDC. Nous allons parler un peu de la rentrée scolaire à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Premier dossier, s'il vous plaît. C'est ce lundi 2 septembre, comme annoncé, que le président de la République a officiellement lancé la rentrée scolaire édition 2019-2020. À cette même occasion, Félix Tshisekedi a également inauguré l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba. Cette école a été réhabilitée avec les finances du Fonds de la promotion de l'industrie FPI.
Ce, dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi, signalant par ailleurs que les travaux de construction de cette école ont débuté le 10 avril. Il concernait la rénovation et la construction des nouveaux bâtiments de cette école. À noter que cette cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs personnalités congolaises. Il s'agit notamment du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, du ministre intérimaire de l'EPSP, ainsi que du DG du FPI. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ensuite visité les nouveaux bâtiments scolaires réhabilités au camp Tchachi. La rentrée scolaire 2019-2020 était effective ce lundi 2 septembre dans plusieurs écoles de Béni. L'engouement des élèves a été remarquable dans plusieurs établissements officiels de la ville de Béni d'après un constat de 7/7.cd. Comptant des décisions du président de la République sur la gratuité, certains parents qui accompagnaient leurs enfants à l'école ont invité les autorités à concrétiser la gratuité. Cependant, dans les écoles privées, la rentrée scolaire n'a pas connu de succès. Certains parents, n'ayant pas de moyens financiers suffisants, veulent amener leurs enfants dans les écoles publiques, selon un responsable d'une école privée à Moulekera, dans la ville de Béni. Par ailleurs, les écoles se trouvant dans les périphéries de la ville, notamment dans les communes de Rwenzori et Béou, parties secouées par l'insécurité causée par des rebelles des forces démocratiques alliées ADF et des miliciens Maïmaï, sont restées fermées et n'ont pas connu d'engouement. Pour rappel, la ville de Béni et les territoires portant le même nom font face à l'insécurité depuis plusieurs années et l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait au moins 2000 morts. J'ai avec moi l'élu de la circonscription de Koutou. Nous allons parler de la gratuité de l'enseignement primaire. Effectif à Koutou? C'est effectif à... Parce que nous avons parlé de Béni, mais à Koutou, jusque-là, les infos que nous avons depuis ce matin, c'est timide. Il n'y a pas eu la rentrée chez nous. Parce que les directeurs sont en train de réclamer les frais de fonctionnement. Il n'y a même pas de crèche chez nous. Les enseignants se posent la question comment est-ce qu'ils vont aller faire la rentrée. C'est la plus grande question que nous posons. Donc, jusque-là, l'école n'a pas encore repris à Koutou. Oh, mais je ne comprends pas. Cette gratuité-là, est-ce qu'on n'a pas fait une étude technique par rapport à cela? Parce que la gratuité, c'est vrai, c'est une très bonne chose, tout ça, mais par rapport aux frais de fonctionnement, est-ce que les chefs de l'État ou l'équipe technique, ou enfin la cellule de, comme je ne sais pas, cette cellule qui s'occupe de l'éducation, ne savait pas qu'on devait payer les frais de fonctionnement pour que les écoles commencent à fonctionner? C'est incroyable. Je suis de l'opposition, madame, je ne suis pas du gouvernement, je ne sais pas, mais en principe, on devait d'abord, avant de prendre une telle décision, on devait d'abord passer par une étude technique, administrative. Mais là, nous constatons qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est une promesse politique? Est-ce que la gratuité serait effective? Nous ne savons pas. Mais une chose est vraie que nous avons des problèmes à Koutou. J'ai contacté les enseignants aujourd'hui. Il y a certains enseignants qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'ont pas de craie, ils ne savent pas rentrer, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Nous avons des problèmes chez nous. Et comment vous allez résoudre ça? Est-ce que vous en avez parlé? Je sais que vous avez une session extraordinaire, ce n'était pas prévu pour ça. Mais est-ce que vous avez glissé un mot, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale? Ou est-ce que vous en avez parlé, vous, les élèves? On n'a pas parlé de ça. Nous sommes de l'opposition. On ne nous a pas donné le temps. On ne nous a pas donné le minute. On ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas donné le temps de s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Alors vous êtes des invisibles ou quoi? Nous ne sommes pas des invisibles, madame. Vous n'impactez pas si on ne vous laisse pas parler. Mais je viens dans votre émission pour faire passer un message. Si on ne sait pas le faire passer là-bas, nous venons le faire passer chez vous. Donc qu'est-ce que vous dites au chef de l'État qui donne les frais de fonctionnement ou quoi? Qu'est-ce que vous dites pratiquement au ministère de l'EPSP qui, je ne sais pas qui est le ministre actuellement? Qu'ils suivent la mesure qui a été prise par le chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement, pour que ça soit effectif. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va rater. Ça sera catastrophe pour le pays. Mais c'est une bonne décision, c'était déjà prévu. La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne mesure. C'est consacré par la Constitution.
Mais la décision a été prise d'une façon précipitée, à mon avis. Il fallait des décisions, comme les découpages. Hein. Oui, comme les découpages. Parce qu'on revient toujours au Grand Bandundu, Grand Kassai, Grand Katanga, Grand Kivu et tout ça. Il fallait une étude vraiment minutieuse, une étude technique pour qu'on puisse lever une telle option. Voilà. Et si c'est un échec, ça sera quoi? Ce sera l'échec personnel du chef de l'État? Ça sera l'échec personnel du chef de l'État et de son gouvernement. Ils vont assumer le bilan. Parce que c'est eux qui ont pris cette décision. Qu'est-ce que nous allons dire à ce moment-là? Hein, madame? Qu'est-ce que nous allons dire? Nous, on ne fait qu'observer, prodiguer le conseil. Si nous ne sommes pas écoutés, on observe. Voilà, maman. La rentrée scolaire, c'est vrai, mais le niveau de l'enseignement aussi, c'est vrai que la gratuité, on nous dit que nous, parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous, les journalistes ou les intellectuels émettent un avis, on nous donne des comparaisons, mais en France et ailleurs, la gratuité est déjà effective il y a des décennies. Alors pourquoi, chaque fois qu'il y a des bonnes réformes, des bonnes décisions, l'opposition critique? L'opposition ne critique pas en vain. Nous saluons la décision de la gratuité de l'enseignement, qui est d'ailleurs consacrée par la Constitution. Mais nous disons qu'il a fallu qu'on fasse une étude minutieuse avant de prendre une telle décision. Ça a été pris d'une façon précipitée. Voyons ce que ça va donner dans les jours à venir. Même pratiquement aujourd'hui à Kinshasa, il y a des écoles où les élèves n'étudient pas. Il n'y a que les écoles privées aujourd'hui qui enseignent vraiment depuis la rentrée, depuis le 2 septembre. Nous avons essayé de fouiller. Moi, personnellement, je suis allée dans quelques écoles, mais les enseignants sont là, ils rentrent, mais ils ne donnent pas cours. Voilà. Ils attendent les frais promis pour le mois d'octobre. Parce que là, cela va perturber d'ailleurs les calendriers scolaires. Hein. Certainement, ça va perturber. Nous sommes en train de parler le même langage avec vous. Si à Kinshasa, ça pose problème, et imaginez-vous à l'intérieur, ce sont des grands problèmes, là où il n'y a pas pratiquement d'école, il n'y a pas de bancs, tout ça. J'ai reçu plusieurs appels ce matin, les appels venant des enseignants, des directeurs, pour dire qu'est-ce que nous faisons à ce moment. J'ai dit, il faut attendre. Il faut attendre, il faut aller à l'école, il faut attendre qu'on vous envoie les frais de fonctionnement. Voilà. Nous allons prendre le deuxième thème, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu de ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que ça impacte même jusqu'ici en République démocratique du Congo et dans toute l'Afrique et dans le monde. Nous avons vu les images choquantes, les images vraiment qui nous font en revenir quelques siècles en arrière. Nous allons parler de la xénophobie en Afrique du Sud et nous allons parler un peu aussi de réfugiés congolais en Angola. Depuis maintenant une semaine, plusieurs personnes sont tombées victimes des actes de xénophobie commis par des Sud-Africains dans certaines villes du pays de Nelson Mandela. D'après des sources concordantes, au moins 5 personnes ont trouvé la mort, parmi lesquelles un Congolais. Aussi, plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants, dont les pillages des biens des expatriés, ont été enregistrés depuis le début de ces actes ignobles. En réaction, dans certains pays comme le Nigeria et la Zambie, des citoyens sont descendus dans la rue et ont pris pour cible les entreprises et maisons de commerce appartenant aux Sud-Africains. Un véhicule d'un officiel sud-africain a même été caillassé par des manifestants en colère. En RDC, des mouvements citoyens annoncent marche et sit-in devant l'ambassade sud-africaine ce vendredi à Kinshasa afin de dire non à la xénophobie dont sont victimes leurs frères au pays de Nelson Mandela. Entre-temps, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo de Constant Mutamba condamne ces actes et invite l'État congolais à renvoyer l'ambassadeur sud-africain, mais aussi de procéder à la fermeture des industries sud-africaines installées en RDC. Pour rappel, en 2015, au moins 66 personnes avaient été tuées par les Sud-Africains hostiles aux étrangers vivant dans leur pays. Ces réfugiés ont décidé de rentrer en République démocratique du Congo après avoir reçu des informations faisant état d'une amélioration de la sécurité dans certains de leurs lieux d'origine. Plus d'1 millier de réfugiés ont déjà franchi la frontière avec la RDC et beaucoup d'autres se dirigent vers la frontière avec la région congolaise du Kassai, a déclaré un porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. La province du Kassai s'est remet des affrontements meurtriers entre des groupes armés et les forces de sécurité de la RDC qui avaient déraciné quelques 1,4 million de personnes.
Environ 37 000 réfugiés avaient fui le phénomène Kamwina Sampou pour trouver refuge en Angola. Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont tous retourner dans leur pays, précisément dans la province du Kasaï, pour reprendre leurs activités après avoir passé plus de 3 ans de refuge en terre angolais. Pétillant au Mondia, vous avez suivi le reportage de notre excellent confrère Jeff Kazadi par rapport à la xénophobie en Afrique du Sud. Mais moi, je réfléchis autrement. Est-ce que vous comprenez un peu les réactions de ces Sud-Africains qui disent que non, les étrangers, surtout africains, subsahariens, les envahissent, ils prennent leur boulot, ils prennent leurs femmes, ils font des trafics de drogue, ils font le transport et tout ça, les petits jobs qu'eux pouvaient avoir en Afrique du Sud. C'est une façon pour eux de lancer un cri d'alarme, un SOS. Est-ce que c'est comme ça qu'ils devaient vraiment réagir pour faire entendre leur voix? C'est pas comme ça, madame, qu'ils devaient réagir. Je condamne d'ailleurs de telles pratiques de la part de nos frères sud-africains. Ils ne pouvaient pas procéder comme ça. Nous condamnons cette façon de faire les choses de nos frères. On ne peut pas justifier cette façon de faire des choses. Comment est-ce que vous voulez que les gens puissent perdre leur vie parce qu'ils viennent chercher vos femmes, de boulot, tout ça, vous dites non, nous devons les tuer pour que nous puissions prendre leur place. Ça ne peut pas se justifier. Nous condamnons cet acte-là, madame. Oui, vous condamnez, mais c'est vrai qu'on a l'impression, Pétillant Mondia, que notre État, notre gouvernement ne réagit pas. Parce qu'on a vu la réaction de riposte du Nigeria, de l'Angola, qui ont rappelé leur ambassadeur. Mais chez nous, ça traîne les pieds. D'ailleurs, ici à Kinshasa, on refuse même aux organismes, des activistes de droits de l'homme, voilà, de marcher calmement. On refuse à la population de manifester pacifiquement pour condamner cela. Pourquoi cela? Pourquoi on interdit à la population de manifester? À ma connaissance, le chef de l'État avait pris position. Il a même boycotté un forum qui devait se tenir en Afrique du Sud. Exactement. Nous aurions voulu que le président puisse aller un peu plus loin. Peut-être en renvoyant l'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui est installé chez nous. En rappelant même notre ambassadeur qui est là. Voilà. Mais le chef de l'État a pris quand même position. Il ne faudrait pas que nous puissions être un État voyou. Comme les militaires sud-africains ont permis de tels actes, que le nôtre aussi puisse permettre de tels actes. Non, c'est inhumain, madame. Mais quand même, vous avez vu comment les Nigérians ont rétorqué, c'est vrai. Est-ce que ces pillages-là, ces contre-attaques de la population, c'est tout à fait normal quand vous voyez que vos compatriotes sont molestés, tabassés. Mais on fait la même chose pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul dans le monde. On peut vous faire aussi la même chose chez nous. Je suis d'accord avec vous, mais à mon avis... c'est pas une réponse adéquate. C'est pas une réponse adéquate à faire. Comment doit réagir la population de l'Afrique? Nous, Congolais, par exemple, vous êtes députés, vous avez par exemple les ressortissants de Koutou qui s'ils apprennent cette histoire-là, s'il y a par exemple des Sud-Africains à Koutou, qu'est-ce que vous allez dire à vos administrés de Koutou? Quelle sera votre proposition par rapport à ces Sud-Africains? Parce qu'ils sont partout, on a entendu qu'ils sont au Katanga, ils travaillent dans les mines, il y a beaucoup de Sud-Africains ici, mine de rien. Qu'est-ce que vous allez dire à vos électeurs? Tout ce que nous pouvons dire, c'est de couper les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud en tant qu'un État moderne. Nous n'allons pas, comme ils ont coupé les têtes de nos frères, nous aussi nous allons couper les têtes des Sud-Africains qui sont ici. Je ne pense pas, ce n'est pas responsable. À ce moment ici, tout ce que nous pouvons faire, c'est de couper les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Est-ce que les États africains, Pétillant Mondia, peuvent-ils boycotter l'Afrique du Sud comme on l'a fait sous l'apartheid? À un moment, on a refusé à l'Afrique du Sud de participer aux Jeux, aux réunions et tout ça. Est-ce que ce serait une façon pour l'Union africaine de mettre la pression sur l'Afrique du Sud? Oui, c'est aussi une forme pour dire non à ces actes-là. On peut par exemple procéder de la manière dont vous êtes en train de parler là. De forme de boycott. De boycott, tout ça. Et les pillages ici, parce qu'à un moment, il y avait des jeunes qui voulaient aller piller à ça ne va pas résoudre les problèmes. Les pillages, ça ne va pas résoudre les problèmes. Ça créera encore des chômages. Ça créera encore des chômages, surtout que nous sommes un État faible. Ça va créer les problèmes. Est-ce que ce n'est pas aussi, Pétillant, l'échec de nos États africains aujourd'hui? Parlons froidement, réfléchissons en homme d'État. Est-ce que ce n'est pas l'échec
de nos gouvernements, de nos États africains. 60 ans après les indépendances, nous ne parvenons pas à décoller et l'Afrique du Sud paraissait comme l'Eldorado où tout le monde rêvait d'aller avoir quelque chose. Si je vais en Afrique du Sud, j'aurai un bon boulot, les soins médicaux, ça va et tout ça. Ce n'est pas l'échec de nos gouvernements. C'est aussi l'échec de nos gouvernements, madame. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez suivi récemment, on nous a chassés. Il y a des Congolais qui ont été chassés du Congo-Brazza. Il y a des Congolais qu'on avait chassés en Angola. Qui reviennent, vu tout ça. Ces Congolais sont à la recherche du bien-être et tout ça. C'est un échec de nos gouvernants. Ils n'ont pas mis de bonnes politiques en place pour que les populations puissent se retrouver. Est-ce que vous sentez est-ce que c'est pas aussi l'échec du panafricanisme pétillant mondial? Est-ce que nos pères, lors de l'accession de certains pays à l'indépendance vers les années 50-60, rêvaient d'une Afrique unie, du panafricanisme, d'une monnaie unique d'ailleurs, sans frontières, sans passeport, sans visa? Est-ce que ça pourrait se faire vraiment? Vu d'abord ce qui se passe en Afrique du Sud, est-ce que ces rêves s'éloignent s'éloigne-t-il petit à petit le rêve de ce Oui, le rêve s'éloigne petit à petit. Le panafricanisme, ce n'est pas pour bientôt en Afrique. Vous voyez un noir qui tue un autre noir. C'est difficile pour qu'on puisse avoir une même monnaie en Afrique aujourd'hui. Il faut travailler encore, il faut faire du chemin. Ce n'est pas pour bientôt. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez envie, aujourd'hui, c'est une question personnelle, assez directe, est-ce que vous avez envie d'aller en Afrique du Sud maintenant? Je n'ai plus envie d'aller en Afrique du Sud parce que hier, par exemple, je suis allé chercher les enfants à l'aéroport d'Ingili. Ça m'a étonné de voir les Congolais reprendre encore le vol de l'Afrique du Sud pour aller. Jusqu'à 1h, j'étais à l'aéroport, je me suis posé la question, mais toutes ces personnes qui sont en train de prendre le vol maintenant pour aller à l'Afrique, qu'est-ce qu'ils vont aller faire à l'Afrique du Sud? Moi, personnellement, je ne peux pas prendre encore un avion pour aller à l'Afrique du Sud. Risque d'aller... Ce n'est plus une terre accueillante. Non, non, ce n'est plus une terre accueillante. On ne peut plus... une terre accueillante. Ce n'est plus une terre accueillante. Aujourd'hui, Madiba est en train de pleurer dans sa tombe quand il voit tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas aussi son échec, j'y reviens, parce que c'est pas son échec. Madiba a offert l'indépendance politique aux Noirs, mais pas l'indépendance économique. Les grandes sociétés, l'économie est aux mains des Blancs jusqu'à aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, c'est toujours les Blancs qui tiennent les rênes de l'économie sud-africaine. En partie, c'est un échec de l'ANC. De l'ANC, tout ça. C'est un échec de l'ANC, à mon avis, qui n'a pas su bien gérer l'après-apartheid. Ils n'ont pas pris de bonnes initiatives, de bonnes politiques en place. Vous savez, l'Afrique du Sud a beaucoup régressé. Hein, aujourd'hui, après la... Okay. Vous sentez cela? Je sens ça quand je vais en Afrique du Sud, je sens ça. Ce n'est plus l'Afrique du Sud que nous avons connue vers les années 80. Il y a un problème en Afrique du Sud aujourd'hui. L'homme noir n'a pas su... bien continuer les affaires que l'homme blanc lui a laissées. C'est là le problème. C'est là le problème, madame. Cela revient à poser cette question. J'ai lu un post sur Facebook sur Peter Botha. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Ça peut paraître blessant, ça peut paraître choquant, mais est-ce que les Noirs peuvent-ils gérer un État? Parce que ça se voit aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, on nous a octroyé l'indépendance, mais nous ne parvenons pas à décoller. Nous prenons les pays d'Asie aujourd'hui. Dans les années 60, on avait presque le même PIB pétillant mondial avec la Corée, le Canada aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les pays des 4 dragons décollent, le Singapour, Malaisie et tout ça. Mais l'Afrique regresse. Est-ce que ce n'est pas dans les gènes des Noirs? On ne sait pas dégager. Est-ce qu'il fallait pas... Est-ce qu'il ne faut pas nous récoloniser? Parce qu'on commence à se poser la question si la récolonisation n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas dire aujourd'hui que l'homme noir ne peut pas gérer. Je ne peux pas affirmer ça. Mais les preuves sont là. Les preuves sont là, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas affirmer de telles choses. Il faut laisser le temps au temps. Vous savez, l'homme blanc est devenu ce qu'il est aujourd'hui après combien d'années de travail. Il faut laisser à l'homme noir les mains libres de travailler et tout ça. On doit nous laisser encore plus 500 ans pour 500 ans, c'est trop dur, mais nous avons du chemin à faire. Nous avons du chemin à faire, madame. Voilà. Nous avons du chemin à faire. Voilà. Donc, nous avons terminé ce dossier de la xénophobie par rapport à l'Afrique du Sud. Nous allons revenir chez nous, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la présentation de programme du gouvernement. Hein. Vous le savez, le Premier ministre Sylvain Ilunga a présenté son gouvernement. D'ailleurs, le projet est passé sans l'opposition. D'ailleurs, j'ai un opposant avec moi. Il va nous expliquer pourquoi ils étaient dehors. Est-ce que cette politique de la chaise vide, est-ce que ça paye encore? Parce qu'il soit là ou pas, ben, c'est passé. Hein. Et donc, nous avons tendu aussi notre micro, comme à l'accoutumée, à cette population qui nous suit avec passion pour qu'ils nous donnent un peu leur point de vue par rapport à ce programme du Premier ministre Ilunga. Ma conviction
conforté du reste par la vision du chef de l'État, est que la principale richesse de notre pays, contrairement aux idées reçues, la principale richesse de notre pays n'est ni le cobalt, ni l'or, ni le cuivre, ni même pas le diamant, mais plutôt l'agriculture, source d'une véritable croissance économique inclusive. Ce secteur mérite donc toute notre attention en raison de son caractère intensif à main-d'œuvre ainsi que sa capacité à contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté, laquelle est aujourd'hui aggravée par une véritable crise alimentaire et nutritionnelle, chose inconcevable dans un pays comme le nôtre. Les services dont le tourisme s'offre aussi comme un secteur porteur d'emploi. Le tourisme est considéré dans d'autres cieux comme un secteur à haut rendement, paraît à ce jour insuffisamment exploité dans notre pays. Il bénéficiera désormais de plus d'attention de mon gouvernement qui s'emploiera à mettre à profit les possibilités offertes par la nouvelle loi sur le tourisme pour rentabiliser les nombreux sites touristiques qui existent dans toutes nos provinces. L'inclusivité de la croissance implique également l'aménagement du territoire national, notamment en brisant l'enclavement qui frappe plusieurs proportions de notre territoire. Les Quinois interrogés à ces sujets notent que le programme de gouvernance présenté par les premiers ministres est bénéfique pour toute la nation congolaise. Ils saluent entre autres le 11e pilier de ces programmes qui s'est axé sur l'accès aux soins de santé et à l'éducation pour tous. Bato belé bakufi ponelo koana akokendo hôpital boy manque de soins bongo ezate o basundolier batiki mais ce qui azuli kanisi wana vraiment eza eloko malamu. Pour nous nous voyons que c'est le social qui nous préoccupe beaucoup. C'est vraiment appréciable parce que les systèmes qu'on était en train de chercher, ça fait longtemps. Si nous revenons dans le sens normal, que l'État doit prendre la responsabilité de son peuple, ça c'est une bonne chose. À cela s'ajoute le souhait de voir ces 15 piliers du gouvernement Ilunga être matérialisés sous toutes ses formes. Nous avons toujours suivi de bons discours dans ce pays, mais parfois qui n'aboutissent à rien. Aujourd'hui, le Congo est tellement malade, très malade. Ce qui est important pour moi, je crois que les 15 piliers doivent s'articuler sur un calendrier et l'origine des fonds qui pourraient financer tout ça. Mais moi, je pense que la politique, c'est la volonté. Quand on a la volonté, on peut faire tout ce qu'on peut. Mais quand il n'y a pas... On peut avoir beaucoup de programmes. Hein? Nous en avons connu beaucoup ici, dans notre pays. Depuis que nous avons eu l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de programmes? Mais si il y a des gens intègres. L'investiture de ces gouvernements est attendue le vendredi 6 septembre à l'Assemblée nationale. Ce sera après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés. Pétion Mondia, vous avez suivi ce compatriote, il a dit tout se résume par la volonté politique. Vous partagez ce point de vue? Je partage ce point de vue. Sans la volonté politique, nous ne pouvons rien. Je partage ce point de vue de notre compatriote. Il a tout à fait raison. Tout est basé sur la volonté politique. Tout est basé sur la volonté politique. Mais le Premier ministre a mis l'accent sur un secteur que nous négligeons depuis des années. Il a mis l'accent sur l'agriculture et le tourisme.
Mais comme on le sait déjà, que ce sont des secteurs qui n'engrangent pas beaucoup de millions, hein, comme les mines, comme l'hydrocarbure, comme tout ça. Est-ce que vous pensez que les ministres ou le gouvernement va vraiment tout faire pour que l'agriculture aujourd'hui puisse redécoller, comme dans les années 60, quand on était premier producteur d'huile de palme, de manioc, tout ça? Parce qu'aujourd'hui, la RDC ne produit absolument rien. Vous savez, madame, moi je sais suis... même pas si à Koutou, qu'est-ce qu'il y a là-bas, hein, à Koutou, il n'y a rien. À Koutou, il n'y a rien. Nous sommes abandonnés, oubliés par le pouvoir de Kinshasa ici. Nous sommes une partie du Congo, mais nous n'existons pas dans les calculs de tout ce qui se passe à Kinshasa. Madame, vous savez, nous sommes de l'opposition, nous ne croyons pas à ces programmes de gouvernement. Raison pour laquelle nous sommes sortis. Nous avons eu l'impression que nous étions en face d'un chapelet de bonnes intentions. Les 15 piliers ne sont que des chapelets de... De bonnes intentions parce que rien n'est chiffré dedans. Rien n'est chiffré, nous ne savons pas, ça n'intègre même pas les provinces. À ce jour ici, moi je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait à Koutou. Le programme du chef de l'État n'est pas co-intégré. Établi dans le temps. Dans le temps, rien n'est fait. Dans le temps, on ne sait même pas qu'est-ce qui va être fait. Ça va commencer où? Tout ça. Rien. Nous ne savons pas. Comment faire foi à un tel programme? Mais nous avons, oui, dit beaucoup de choses se sont passées hein, pendant la présentation de ce programme du Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu réellement 2 documents qui ont été présentés dans la salle? Je te confirme, madame, qu'il y a eu 2 documents. Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale demande à ce qu'on puisse nous donner les documents de travail 48 heures avant. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais pourquoi vous vous plaignez? Nous revenons dans la salle, après l'audition du Premier ministre, nous voulons les services de protocole distribuer un deuxième document. On m'a dit que c'était la synthèse du premier document. Mais la synthèse du premier document, le document lui-même a 15 pages, madame, et sa synthèse a 36 pages. Vous avez déjà vu une telle synthèse? Compliqué. Et tout ce que nous avons demandé, qu'on puisse nous donner 48 heures pour qu'on puisse scripter le document, le pénétrer. On vous a refusé ça? On nous a refusé ça, c'est comme ça que nous sommes sortis de la salle. Et vous croyez que ça paye cette politique de chaise vide? Même si ça ne paye pas, mais nous avons alerté l'opinion nationale et internationale. La population qui nous a envoyés à l'hémicycle est au courant de ce qui se passe à l'Assemblée. N'est-ce pas, madame? Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé vendredi dans l'Assemblée? Nous sommes au courant. Vous êtes au courant? Mais c'est passé, mine de rien, que vous soyez... On ne sent même pas le poids de l'opposition dans cette salle, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Ils savent que vous ne pesez pas. Moi, je ne mâche pas les mots. Vous ne pesez pas, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. C'est passé, il a été investi. Hein. Il a été investi. Il a été investi, ce n'est pas un problème. Nous leur souhaitons bon parcours. Hein. On va voir ce qui va être donné dans les jours à venir. Ce qui va être fait dans les jours à venir. Une autre compatriote, Pétion Média, a mis l'accent sur les soins de santé et l'éducation. C'est vrai que vous avez lu ces 15 piliers. Bon, il y en a qui disent 15, il y en a qui disent 16, on ne sait pas trop. Mais parmi ces 15 piliers, il y a le soin de santé et l'éducation. Alors pour vous, cette fois-ci, en tout cas, ces secteurs vont être vraiment... vous allez mettre beaucoup d'argent hein, dans le budget, parce que je crois que la rentrée ici, ce sera la rentrée budgétaire. Vous allez quand même élever le pourcentage du budget pour l'éducation et la santé, tout de même. Madame, comment vous répondre à une telle question? Dès lors que je ne connais même pas le budget de la santé, tout ça, je ne connais rien de ça. Mais le chef de l'État a estimé, le budget peut être estimé à combien cette année? Vous n'avez aucune idée pour l'exercice 2019? Je n'ai aucune idée personnellement, je n'ai aucune idée. On n'a même pas encore déposé quelque chose. Rien n'a été fait, rien n'a été fait à part les 15 papiers duplicataires qu'on nous a distribués. Soi-disant un programme du gouvernement, madame. Est-ce que le Congo mérite ça? Les grands Congo de Lumumba méritent un programme de gouvernement mis dans les 15 papiers? Est-ce que nous sommes sérieux, madame? On a été pendant la campagne. Est-ce que les promesses de campagne, Pétion, est-ce que ça ne pèse pas? Parce que nous avons suivi les promesses de campagne des différents candidats, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, on a l'impression que les promesses sont mises de côté, plusieurs promesses sont mises de côté. C'est quoi? C'est la réelle politique qui prend le dessus? Je ne sais pas, madame, répondre à votre question. Attendez le jour que nous, ensemble, nous allons être aux affaires, vous allez nous poser une telle question. Cette question, il faut la poser aux gens qui sont au pouvoir maintenant. Comment moi je vais répondre à une telle question s'ils sont à côté de tout ce qu'ils ont promis pendant la campagne? Il n'y a aucun ministre qui est nommé d'ensemble dans ce Non, on n'a aucun ministre dans ce gouvernement. On n'a aucun ministre, pas du tout.
On n'a pas un ministre. Nous, on pensait, à ma connaissance, on n'a pas... Non, pas du tout. À ma connaissance, on n'a pas un ministre. Mais il y a quand même un dédoublement de votre parti. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un parti, quelqu'un du MSR de l'époque qui est ministre? Je ne sais pas, je ne suis pas de cet MSR-là. FDC de Bâti, il y a quand même qui sont nommés ministres, comme Steven Bikaï, Néné Ilunga et tout ça, mais pour le MSR de Pierre Lumbi... Je n'ai pas connaissance de tout ce que vous me dites là. Je ne vois pas... Nous, on n'a pas un lieutenant dans ce gouvernement. Nous sommes des gens très disciplinés. Nous ne sommes pas dans ce gouvernement. Pas dans ce gouvernement. Donc, mais quand même, quelles sont vos priorités? Vous êtes élu de Koutou, j'y reviens. Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? Moi, je reviens un peu dans l'arrière-pays, parce qu'on l'oublie souvent. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu à Koutou pour ce gouvernement? Pour ce gouvernement, moi, je pense qu'ils doivent nous refaire les routes à Koutou. Les routes sont devenues inexistantes. À Koutou, on n'a pas de routes. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. C'est tout ce que nous demandons, le social du peuple de Koutou. Le social. Le social du peuple de Koutou. C'est ce que nous demandons. Est-ce que le chef de l'État est déjà descendu une fois à Koutou? Le chef de l'État n'a jamais été à Koutou. Même le chef d'État précédent? Même le chef de l'État précédent, je me demande même s'il connaît Koutou. Il a fait 18 ans au pouvoir, mais il n'a jamais été à Koutou. Même pas dans le Maïndombe. Donc il ne connaît pas les problèmes de Maïndombe. Vous souhaiteriez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aille à Koutou, voir un peu... C'est notre souhait le plus ardent, qu'il vienne à Koutou, comme ça on aura le temps de lui poser tous les problèmes qu'on a à Koutou. Nous l'attendons à bras ouverts à Koutou. Voilà. Nous prenons un autre sujet, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de cette affaire des 15 millions. Et bien, ça défraie toujours la chronique, hein, parce que le directeur de cabinet du chef de l'État a donné une interview à Jeune Afrique Magazine par rapport à cette histoire-là. Et c'est que nous... c'est pas que nous sommes jaloux, haineux ou aigris, mais quand même, chaque fois qu'il y a primeur dans des informations comme ça, c'est toujours la presse étrangère qui a la primeur des informations. On aurait souhaité que le directeur de cabinet de chef de l'État appelle la presse nationale pour qu'on puisse discuter un peu de ce sujet-là. Mais bon, on a mis la presse nationale de côté, comme à l'accoutumée. On octroie la primeur aux journalistes étrangers, mais quand cela vous tape dessus, vous commencez à crier 5e colonne, voilà. Mais nous avons eu la primeur de réponse du directeur de cabinet à Jeune Afrique. Dommage pour nous, mais il y a un moment où vous aurez toujours besoin des journalistes nationaux. En tout cas, on est toujours là. Hein? Et nous allons parler, la ZADO aussi va réagir par rapport aux finances publiques. L'audit des services de l'État engagé par l'Inspection générale des finances suscite beaucoup de réactions, même au cabinet du chef de l'État. À lire entre les lignes de la correspondance de Vital Caméré, celui-ci affirme que le président de la République et lui n'ont autorisé une quelconque mission de contrôle et par conséquent l'audit engagé par l'Inspection générale des finances est nul et de nul effet. Le directeur des cabinets du chef de l'État a semblé ignorer les dispositifs du décret 034B/2003 du 18 mars 2003 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'Inspection générale des finances. À lire l'article 2 bis de ces décrets, l'Inspection générale des finances en tant que service d'audit supérieur du gouvernement peut procéder à toute mission de contre-vérification au second décret de toutes les situations douanières, fiscales ou parafiscales des contribuables ou redevables d'impôts, droits, taxes ou redevances, soit en cas de découverte d'une fraude lors de l'exécution normale d'une mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit enfin sur dénonciation des tiers. C'est ici que l'Inspection générale des finances tire son pouvoir. En plus, les directeurs des cabinets du chef de l'État s'est arrogé même le pouvoir, oubliant l'article numéro 4 du même décret qui stipule que l'Inspection générale des finances est placée sous l'autorité directe du président de la République et non de son directeur des cabinets. Et donc, vouloir empêcher l'audit, c'est vouloir encourager les détourneurs des moyens et biens de l'État. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une institution de l'État congolais, l'Inspection générale des finances, qui a produit un rapport sur les détournements de 15 millions de dollars américains
par certaines personnalités bien identifiées dans notre pays. Au lieu que les gens commencent à dire « oh, tel ne peut pas s'expliquer parce qu'à l'époque, il y avait tel autre aussi qui avait pris l'argent, on ne l'a jamais poursuivi », nous devons tous être d'accord qu'il faut que d'abord les personnalités mises en cause s'expliquent, parce qu'il y a quand même des documents que ces personnalités ont signés pour le retrait de cet argent. Il faut que la justice fonctionne. Nous ne pouvons pas réclamer un état de droit en cachant certaines personnes, soit ce sont nos leaders politiques, soit ce sont des membres de nos familles, derrière pour que la justice ne puisse pas les atteindre. Nous avons demandé des sanctions, mais il faut que ces sanctions prennent effet. Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République, pour les personnalités qui dépendent de lui, doivent être d'abord suspendus et mis à la disposition de la justice. C'est comme ça qu'un état de droit fonctionne. Si à la fin des investigations, on constate que la personne qui a été mise en cause n'y était pour rien, on va pouvoir la réhabiliter. C'est à l'honneur du président de la République, mais aussi à l'honneur de la personnalité elle-même qui va démontrer qu'elle n'y était pour rien. Ça, c'est au niveau du président. Maintenant, au niveau du procureur général près la Cour de cassation qui a été saisi par l'inspection générale des finances, il doit pouvoir interpeller ces personnes, leur envoyer des invitations pour que ces personnes viennent s'expliquer, d'autant plus que ces personnes ne sont pas détentrices des immunités, ni parlementaires, ni autres. Petit au mondial, cette affaire, ça continue de faire couler beaucoup d'encre salée. 15 millions de dollars. C'est vrai que quand nous sillonnons les réseaux sociaux, beaucoup nous disent voilà, c'est un acharnement envers le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un acharnement parce que sous Kabila, personne ne parlait des montants qui disparaissaient, on ne s'acharnait pas comme ça. Mais nous leur rétorquons, c'est l'alternance, c'est la nouvelle vision. Le peuple doit suivre ses dirigeants. Pour vous, cette affaire-là, est-ce que c'est cousu de fil blanc ou c'est vraiment une réalité, la disparition de ces 15 millions? Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire devant un plateau de la télévision si c'est vrai ou faux, cette affaire de 15 millions. Mais sauf que j'ai été seulement indigné d'apprendre que le directeur du cabinet du chef de l'État avait écrit une lettre interdisant aux inspecteurs des finances de faire les enquêtes. C'est ce qui m'a plus surpris. Mais il a dit que l'autorisation doit provenir de la présidence pour que les inspecteurs puissent travailler. L'ANER a la même mise sur tout. Dans le cadre du renseignement, à ce que je sache. L'ANER était dans le droit de demander une telle enquête. Si la présidente ne demande pas une telle enquête, et l'ANER doit croiser les bras, à mon avis, je ne crois pas. L'ANER pouvait demander une telle enquête. Mais pourquoi on ne veut pas qu'on enquête sur la disparition de ces 15 millions? C'est la question qu'on se pose. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi on veut vraiment cacher cela? C'est la question qu'on se pose, madame. S'il n'y a rien à cacher, est-ce que vous avez lu l'interview du directeur de cabinet paru à Jeune Afrique? Je n'ai pas encore lu ça. Mais il a dit que l'argent est là, tout ça, en tout cas en substance que l'argent est là, l'argent n'a pas disparu, l'argent est là quelque part, mais voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'acharnement contre la personne de Vital Kamerhe? Je ne sais pas si c'est de l'acharnement. Si c'est de l'acharnement, s'il y a l'argent, si l'argent se retrouve quelque part, qu'on remette l'argent dans le trésor public, un point trait. Tout simplement. Tout simplement, madame. Qu'on remette l'argent. C'est pas une sorte d'impunité aussi, parce qu'on s'est dit que tout cela, toutes ces petites histoires retombent sur la tête du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est en train de couvrir ses alliés, ses partenaires par rapport à cette histoire. Je ne sais pas confirmer ça ici. Mais tout ce que je sais, le chef de l'État, quand il avait pris le pouvoir, il avait dit qu'il allait lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Voilà, nous sommes devant un cas de détournement des deniers publics qu'il applique ce qu'il avait dit quand il avait pris le pouvoir. C'est ce que nous attendons de lui. Mais pourquoi on interdit aussi, on y revient, au mouvement citoyen de s'exprimer? Parce que le droit de manifester est reconnu par la Constitution. Ouais. Mais on interdit à Filimbi, Lucha, Echa et tout ça, et Vici, pardon, de manifester par rapport à ces 15 millions disparus. Mais j'ai même ouï dire que Gloria Senga a été menacée de mort par rapport à ce dossier-là. Mais pourquoi on veut créer un mythe autour de ces 15 millions? Pourtant, Luzolo Bami parle d'un coulage de 15 milliards depuis des années, chaque
année, on perd plus de 10 à 15 millions de dollars. Pour 15 millions, pourquoi on ne veut pas, pour une fois, éclaircir un dossier pareil? Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas qu'on puisse éclaircir un dossier pareil. Ça veut dire qu'il y a mouille sur roche. C'est tout ce que je peux conclure. Pourquoi on ne veut pas laisser aux inspecteurs de travail de faire librement leur travail? C'est ça la plus grande question. Est-ce que, pour cette rentrée, est-ce que vous allez remettre cette question sur la table à l'Assemblée nationale? Ah oui, mais on ne va pas laisser cette question à côté. On va poser le problème de 15 millions. Si on ne sait pas résoudre les problèmes, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, on va poser les problèmes. C'est notre droit le plus légitime. On va poser le problème de 15 millions. Nous sommes là pour le peuple. Le peuple d'abord aussi. Le peuple d'abord. Mais ce que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas le peuple d'abord. C'est le ventre d'abord. Nous sommes en face d'une théorie de ventre d'abord. Voilà, mais c'est ça, j'y reviens, hein, Petit Omondia, on a dit que ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'argent qui disparaît comme ça. On nous reproche, nous, journalistes, non, on vous met trop l'accent. Est-ce que vous faisiez la même chose sous Kabila? Tout ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on met trop de pression par rapport à ces dossiers? Est-ce que vous nous reprochez, vous aussi, vous êtes de l'autre côté, vous reprochez aux journalistes ou aux activistes de mettre trop de pression sur cette affaire de question? Je ne pense pas que les journalistes ou les activistes sont en train de faire pression. Nous avons un cas qui est devant nous. Il y a 15 millions de dollars portés disparus. Les journalistes sont en train de faire le travail. C'est tout. Il n'y a pas acharnement sur une personne. Je ne crois pas, à mon avis. Il n'y a pas acharnement. Est-ce qu'aujourd'hui, Petit Omondia, est-ce que vous ne pensez pas, parce que c'est déjà une option qui est levée, et beaucoup d'internautes pensent cela, est-ce que le chef de l'État ne peut-il pas modifier un peu son cabinet, puisque beaucoup de gens disent qu'autour du chef de l'État, il y a trop de dossiers, entre guillemets, autour du chef de l'État, ses conseillers, tout ça, trop de trafic d'influence, trop de dossiers, trop de comme on dit, des sorties des dossiers dans le net, il y a trop de fake news, il y a trop de problèmes tout autour du chef de l'État, de sa communication et tout et tout. Est-ce que le chef doit revoir son cabinet, parce que c'est quand même le cœur de sa présidence aujourd'hui, 7 mois, 8 mois après, beaucoup de gens se plaignent. Je ne suis pas le conseiller du président. Mais vous êtes une élite de mon pays, donc vous avez un avis, vous êtes opposant, vous avez un avis. Je ne suis pas non plus de l'UDPS, donc parle-moi madame de prodiguer un tel conseil au chef de l'État. Vous êtes élu, Je suis un élu, mais je m'occupe plus de... Mais si quelqu'un vous pose cette question, vous dit, mais on entend ça, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que moi, je reviens, vous êtes élu quelque part, cette population, moi, je transmets les désirata de cette population. C'est au chef de l'État d'être conséquent. Si ça ne va pas dans son cabinet, il n'a pas à croiser les bras. C'est lui qui est le chef. Il va laisser passer tous ces désordres organisés autour de son cabinet. C'est à lui de nettoyer son cabinet. Bon, je ne sais pas, nous avons eu un scoop que le chef de l'État va parler d'ici 20h à la RTNC, mais déjà l'émission est en direct, donc je ne sais pas ce que dira le chef de l'État. Nous allons en savoir un peu plus d'ici 20h à la RTNC. Exact. Donc nous allons prendre un autre dossier, mesdames et messieurs. Nous allons parler de Makutano, la 5e édition de Makutano, ici en République démocratique du Congo. C'est vraiment un panel où, excusez-moi, je suis vraiment enrhumée, où les entrepreneurs, tout ça, les influenceurs sont tout autour pour en parler un peu du développement de notre pays. Même les internationaux sont venus, comme Samuel Eto'o qui était là, qui a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit « Misons sur cette jeunesse, parce que demain, c'est cette jeunesse qui va vous tuer ». C'était très fort, les propos de Samuel Eto'o. Et nous allons parler un peu de la francophonie, parce que c'est la première fois dans notre pays qu'on nous a octroyé l'organisation des Jeux de la francophonie. Ce sera vraiment un miroir, une façon de vendre pour une fois positivement l'image de la République démocratique du Congo. Oublions un peu l'Ebola, oublions un peu les pillages, oublions un peu les maladies, oublions un peu la mégestion, oublions un peu et vendons un peu positivement l'image de la République démocratique du Congo. 500 chefs d'entreprise, leaders d'opinion, institutions, acteurs privés et publics venus de 20 pays africains prennent part à cette 5e édition du Forum Makutano. Pendant 2 jours, les participants réfléchissent autour de leviers innovants nécessaires à la croissance ainsi qu'à la compétitivité de la RDC. C'est le chef de l'État qui a donné le coup d'envoi de ces travaux.
Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé la convocation dans les jours à venir d'une table ronde sur le climat des affaires en RDC. Le premier citoyen congolais dit avoir commencé à prendre un certain nombre de mesures pouvant limiter des tracasseries de tout genre dont les entreprises font face en RDC. Félix Tshisekedi a à cette occasion dénoncé et condamné les actes xénophobes commis en Afrique du Sud contre des immigrés africains. Le Forum Makutano est le premier événement économique organisé par et pour des chefs d'entreprise de la RDC avec l'objectif de booster le développement du pays. Les échanges tourneront autour de thématiques concrètes et stratégiques pour accélérer la croissance en RDC dans différents secteurs, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le changement climatique, la transition énergétique et économie durable. L'ouverture de ces travaux a connu la participation de Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, John Dramani Mahama, ex-président du Ghana, et Hélène Johnson, ex-présidente du Libéria. Vous le savez déjà, la République démocratique du Congo va appuyer du 23 juillet au 1er août 2021 l'organisation de la 9e édition du Jeu de la francophonie. Au regard de la taille de cet événement sportif planétaire, le comité national de jeux que dirige Zeno Kabamba Songo continue sans relâche les préparatifs de ce jeu. Plusieurs commissions mises en place par le comité national de jeux de la francophonie travaillent déjà. Question de respecter les recommandations formulées par les experts de l'organisation des jeux de la francophonie. Le directeur national des jeux de la francophonie explique. Le gros du travail commence. Dès ce lundi, nous commençons le conclave pour travailler d'arrache-pied pendant 3 jours afin que le cahier soit prêt le mercredi pour que nous puissions le transmettre au comité international de jeux de la francophonie et éventuellement le présenter aux différentes autorités nationales concernées dans l'organisation des jeux de la francophonie. La RDC va gagner sur le plan diplomatique que de récupérer la place qui est la sienne au sein des pays de l'espace francophone. Parce que c'est le plus grand pays de l'espace francophone en termes de superficie et en termes de nombre d'habitants qui parlent français. Donc c'est à ce moment-là, tel que le président de la République l'avait souhaité lors de son premier contact avec le diplomate basé à Kinshasa, il avait dit que la RDC allait jouer son rôle, pleinement son rôle au sein de la communauté francophone. C'est dans ce cadre-là, sur le plan diplomatique. Sur le plan économique, nous aurons à bénéficier d'un apport important de la part des investisseurs, des opérateurs économiques qui vont saisir cette occasion pour investir davantage dans notre pays. D'autres rencontres sont prévues pour la semaine prochaine. Pétillon mondial, hein, la 5e édition de Makutano, je ne sais pas si ça a pris fin, mais ça a eu lieu dans notre pays et le chef de l'État a mis l'accent sur plusieurs thèmes, plusieurs sujets par rapport à l'économie. Il a parlé, nous décortiquons un peu, le chef de l'État a parlé d'une table ronde sur le climat des affaires. Prenons ce premier thème, le climat des affaires. Comment ça se présente pour vous le climat des affaires aujourd'hui, Pétillon mondial, la République démocratique du Congo? Bon, il faut dire qu'il y a du chemin à faire pour le climat des affaires. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on mette de sérieux, il faut vraiment qu'on y travaille dans le cadre de l'économie du pays pour faire booster l'économie du pays. Si on ne met pas de sérieux dans le climat des affaires, rien... Malgré les guichets uniques, malgré d'autres... Malgré toutes ces structures mises en place aujourd'hui. Rien ne va, c'est vrai? Rien ne va. Rien ne va. Moi, j'ai un ami anglais qui vient d'arriver, qui est venu pour créer une entreprise. Ça fait 1 mois qu'il est au pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il rencontre comme... On lui demande le pourboire, il a déposé... Toujours là, oui, mais... Cette histoire de 10%, mais il est au Grand Hôtel, je peux t'emmener dans sa chambre. Il est là. Ça fait 27 jours qu'il est au pays, il attend le document. Quel document? Parlez-nous un peu, parce que les gens peut-être doutent, qui disent que nous inventons des histoires, comme... voilà. Qu'est-ce qui bloque? Quel document il n'a pas 27 jours? Parce qu'on nous a dit c'est en moins de 2, 3, 4 jours qu'on a les documents. On nous a dit en moins de 2, 3, 4 jours qu'on a les documents, mais j'ai une preuve devant moi. Il y a un investisseur qui est au pays qui a fait 27 jours. Qu'est-ce qui bloque? Il est à l'attente du document. Il a introduit au guichet unique, ça fait 10 jours qu'il n'a pas les documents. Moi, je ne suis pas homme d'affaires, je ne sais pas quel est le document qu'il cherche, mais il se plaint auprès de moi.
pour me dire j'attends le document jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dater, c'est ça peut-être. Essaie de lui dire ça. Oui, mais on lui demande un peu de vin. Alessi Poundaté, il est dans une autre logique. Quelqu'un qui a même 2-3 millions de dollars dans votre pays, vous avez il faut aller se donner 300-400 000 dollars, pendant qu'il n'a même pas réalisé $1 de plus. Comment il va vous donner de l'argent comme ça? C'est ça le problème. Il faut mettre du sérieux dans le climat des affaires, madame. Il faut qu'on y travaille. On est loin d'atteindre la réalité. La réalité, toujours dans ces magouilles, toujours dans ces commissions. Ces magouilles, dans les commissions, dans les demandes de Madé Swabana. Pratique, voilà, si les loges continuent. Il faut que le chef de l'État mette du sérieux dans ça. Sinon, on ne va pas sortir d'itinéraire. Nous revenons un peu à Koutou. Moi, j'aime bien revenir dans le Congo profond. Pour vous, on doit investir dans quel secteur dans ta circonscription, par exemple? S'il y avait des investisseurs qui peuvent venir à Koutou, ils doivent investir dans quel secteur? L'agriculture, ça va? L'agriculture, nous avons besoin des investisseurs dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage. À Koutou, il y a du diamant. Ah, il y a du diamant. Il y a du diamant à Koutou. Quand vous parcourez la rivière Kassai, c'est plein de diamants. Mais on n'a pas d'investisseurs là-bas. On ne vend pas Koutou à ces jours ici. Quand les investisseurs viennent, on les envoie à l'Est. Toujours à l'Est. Chez nous, il n'y a rien à Koutou. Il n'y a rien. Qui doit vendre cela? C'est à vous aussi, député, de parler tout le temps de votre circonscription. C'est à nous de vendre Koutou, c'est à nous de vendre notre circonscription, mais c'est aussi le travail de l'État pour qu'il y ait de l'équilibre. N'est-ce pas, Madame Paulette? Donc, j'ai découvert aussi, donc il y a du diamant. Il y a du diamant chez nous, il y a du bois chez nous à Koutou. Voilà. Mais le bois ici en RDC, ça sort d'une façon frauduleuse. C'est là le problème. Ça se passe aussi à Koutou. Mais c'est le plus grand problème que nous avons à Koutou. La plus grande unité de production de bois, de production dans la province se trouve à Koutou. Ça s'appelle Sodefort. Sodefort. C'est la plus grande unité de production que nous avons dans les Maïndombe. Mais Sodefort a des problèmes. Aujourd'hui, Sodefort licencie le peuple de Koutou. Il y a des gens qui rentrent à la maison, ils viennent au travail le matin, ils arrivent à 7h30, l'employeur lui dit, monsieur, reviens, et rentre chez toi à la maison. C'est fini. Qui exploite le bois aujourd'hui? Les Chinois, qui exploite le bois? On a des Chinois chez nous qui sont partout là. On ne sait pas, il faut qu'on organise ce secteur-là. Il y a du désordre dans ce secteur-là. Le secteur de bois, il y a du désordre. Nous avons des Chinois, même dans le petit coin de Koutou, dans le petit coin de Maïndombe. Mais vous rendez pas compte, Pétillon Mundia, que le Grand Bandundu, prénom en général, que le Grand Bandundu est parmi les provinces les plus pauvres. Moi je dis même pas reculées, les plus pauvres. Et pourtant il y a des intellectuels comme vous, je ne peux même pas citer des noms parce que ça paraît ahurissant, que la province du Grand Bandundu reste parmi les dernières. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous apportez dans le budget national? Vous avez raison, nous sommes en train de prendre conscience de tout ça. Les grands Bandundu en retard. On va faire un effort d'aller de l'avant. C'est ce que je vous promets. Il y a une nouvelle classe politique qui vient d'entrer dans le gouvernement. Il y a des gens de Koutou, de Kouilou qui viennent de faire leur entrée dans le gouvernement. Nous leur faisons confiance. Nous croyons qu'ils vont penser au Grand Bandundu cette fois-ci. Parce que nous sommes en retard dans le Grand Bandundu, madame. Et les potentialités de cette province, revenons. C'est vrai que l'agriculture, l'élevage, il y a d'autres potentialités. Mais nous avons le pétrole. Nous avons le pétrole. Okay. Quand vous parcourez le lac Maïndombe, mais c'est plein de pétrole. Moi, je vous invite à venir à Inongo un jour, parcourir le lac Maïndombe, ça sent le pétrole. Mais comment vous je ne comprends pas ça, je trouve quand même que vous ne vendez pas cette... Comment les gens ne savent pas qu'il y a du pétrole à Koutou, au lac Maïndombe? Peut-être que ça, mais vous n'incitez pas les investisseurs à venir là-bas. Même les investisseurs nationaux et tout ça, je ne sais pas. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Il faut vraiment un travail de plaidoyer. Une carte postale pour Koutou. C'est comme ça que j'ai commencé par dire que nous avons pris conscience que nous sommes en retard. Nous, les grands Bandundu, nous allons nous mettre au travail cette fois-ci pour que les grands Bandundu décollent. Le président parlait d'ailleurs des tracasseries dans les entreprises. Hein, il a dit qu'il voudrait créer des millionnaires congolais. Mais un internaute m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que les millionnaires congolais, on le sait,
sortent beaucoup plus aujourd'hui du milieu politique. Aujourd'hui, tout le monde veut être député, tout le monde veut être ministre parce qu'il sait qu'il va se retrouver un tout petit peu. Comment faire pour créer cette classe sociale, cette classe moyenne, pardon, dans le domaine économique? Aujourd'hui, on n'a pas d'hommes forts, en tout cas dans le secteur économique. À l'époque, on avait, je sais même, il y a des noms que je ne peux pas citer, mais à l'époque, il y avait des gens, quand on citait, on sait qu'il est un homme d'affaires congolais. Mais aujourd'hui, on ne voit pas, on ne sent pas les hommes d'affaires congolais aujourd'hui. L'économie de notre pays, Pétillon, c'est aujourd'hui dans les mains des Indo-Pakistanais, des Chinois et des autres. Comment le chef de l'État doit-il faire pour créer ces millionnaires congolais? D'abord, madame, il y a une idée qui me vient en tête. Il faut que le président protège les emplois locaux. Voyez-vous, il faudrait pas... Je vous ai donné un exemple tantôt là, qu'il y a des Chinois qui arrivent même au fin fond des Koutou. Mais ça, c'est du travail qu'on pouvait réserver aux Congolais. Vous comprenez, madame? Mais le chef a dit aussi qu'on ne peut pas chasser les étrangers. On ne peut pas les chasser. Il n'y a pas de xénophobie chez nous. Hein. Oui, il n'y a pas de xénophobie chez nous, je suis d'accord. Il ne faut pas chasser les étrangers. Je suis d'accord avec nous, mais il faut qu'ils respectent la loi. Ce qui est réservé aux Congolais, qu'on laisse ça aux Congolais. Les petits commerces, par exemple, ça, on doit laisser aux Congolais. Ce n'est pas croyable que les Chinois puissent arriver jusqu'au fin fond du lac Maïndombe en train de couper les bois en désordre. Ce n'est pas normal. Finalement, qu'est-ce que le peuple de Koutou fera ou de Maïndombe? C'est là un problème. Et il faut qu'on crée des banques pour octroyer des crédits aux Congolais. C'est par là qu'on pourra créer la richesse au niveau du pays. S'il n'y a pas de banque où les Congolais peuvent aller prendre un crédit pour créer de la richesse, mais nous n'allons pas décoller. Nous n'allons pas décoller, madame. C'est là le problème. Il faut que le président de la République crée des banques où on peut octroyer des crédits aux Congolais. Pour qu'on puisse commencer leur boulot, leurs affaires. Et l'attrait de la politique, nous y revenons aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que le chef de l'État doit mettre tous les mécanismes possibles pour qu'il y ait création des millionnaires congolais, mais quand on voit les classements aujourd'hui dans Forbes et partout, il n'y a aucun Congolais hein, dans tous ces classements. C'est dommage, madame. C'est quand même ahurissant. C'est ahurissant, madame, c'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'on nous mette au travail. Il faut mettre les Congolais au travail. C'est ce que nous demandons auprès du président de la République. C'est tout ce que nous lui demandons. De créer ces richesses-là, de créer ces richards au pays. Ce mécanisme pour vraiment qu'il y ait des millionnaires. Absolument. Nous revenons encore par rapport aux Jeux de la francophonie, parce que c'est quand même pour la première fois qu'il y a ces Jeux de la francophonie. Je crois que ça s'éteindra dans l'assiette de la foire internationale de Kinshasa. J'ai eu à poser la question à mon excellent confrère qui s'occupe du sport chez nous. Il m'a dit que les pavillons de la Fikine seront rasés. On va créer tout un village autour dans la Fikine pour le village pour le jeu de la francophonie. Pour vous, est-ce que ça va impacter positivement pour l'image de notre pays? Mais pourquoi pas, ça va impacter l'image du pays? C'est une façon de vendre le pays. C'est une bonne chose. Les jeux de la francophonie, nous encourageons ces jeux. C'est une façon de vendre le pays. Et après, parce qu'on s'est rendu compte qu'après la francophonie, il y a eu quand même un sommet ici, hein, de la francophonie, sous Kabila à l'époque. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dilapidé, par rapport à ces jeux-là. Et aujourd'hui, les gens se disent, et après? Après ce sommet de la francophonie, et après. Mais c'est ça. Mais c'est ça, maintenant, les gens se posent la question, après le jeu de la francophonie, et après, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner. On va gagner. À part l'image hein, de la RDC, pratiquement, qu'est-ce qu'on va gagner? On aura vendu le pays sur le plan international, madame. Il y aura des répercussions, des retombées, ça c'est sûr. C'est une façon de faire appel aux investisseurs. N'est-ce pas, madame? Voilà. Ces investisseurs-là, vraiment, je ne sais pas que je suis afro-pessimiste ou congo-pessimiste. Est-ce que ces investisseurs, avec tout ce que vous dites, est-ce que ces investisseurs ont vraiment envie de venir ici en République démocratique du Congo? Les investisseurs ont envie de venir en République démocratique du Congo. Il faut seulement créer les conditions, des bonnes conditions pour qu'ils arrivent. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Les bonnes conditions. Les bonnes conditions. Et la phrase de Samuel Eto'o qui m'a vraiment marqué, il a dit qu'il faut qu'on s'occupe de la jeunesse, sinon c'est cette jeunesse qui va vous tuer après. Comment vous analysez cette phrase? Il a tout à fait raison. Mais nous avons des Koulouna partout ici, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. On ne s'occupe pas de cette jeunesse-là. C'est comme ça qu'ils prennent des machettes par-ci et là. Samuel Eto'o a raison. Il a raison de penser dans ce sens-là.
Et à Koutou, comment les jeunes vivent, comment les jeunes s'occupent? Les jeunes sont délaissés à Koutou. Les jeunes sont délaissés à Koutou. Ils ne font rien, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ONG. Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de boulot à Koutou. La jeunesse est délaissée à Koutou. Il n'y a rien là-bas, madame. Il n'y a rien à Koutou. Et le message que vous allez lancer vraiment au ministre de la Jeunesse, c'est vrai que je n'ai pas encore tous les noms des ministres dans ma tête, je n'ai pas encore mémorisé, ça ne fait que quelques semaines, quelques jours. Quel est le message que l'élu de la circonscription de Koutou lance pour la jeunesse à ce nouveau ministre de la Jeunesse? Qu'est-ce que vous lui dites? Quelles sont les priorités de la jeunesse à Koutou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? À Koutou, les gens n'ont pas d'emploi, la jeunesse n'a pas d'emploi. Ils sont délaissés. C'est comme ça que nous demandons au ministre de la Jeunesse de créer, je ne sais pas, de s'occuper même de la jeunesse sur le plan de football, par exemple. Nous avons des équipes chez nous qui... Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade, il n'y a rien, il n'y a pas de stade à Koutou. C'est comme ça que nous sommes... Bon, c'est un frère, je connais bien les ministres de la jeunesse, hein? C'est Amos Mbayo, non. Non, Amos Mbayo, c'est le sport. Ah, oui. Je ne connais pas celui qui est à... Mais je ne sais pas si ce n'est pas Billy Kambaye qui est dans la jeunesse. Billy Kambaye est à la justice, je crois. Ouais. Oui. Nous avons beaucoup de problèmes, on ne sait pas l'étaler sur ces plateaux de télévision, mais nous avons des problèmes. La jeunesse de Koutou est délaissée. Voilà, incroyable. Ils vivent dans des situations impossibles là-bas. Aucune université à Koutou On a une université créée par un prêtre. C'est la seule université viable que nous avons en Koutou. La seule. La seule, voilà, que nous avons en Koutou. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, nous acheminons petit à petit vers la fin. Nous allons parler de l'ouverture des travaux sur le plan en numérique. Et nous allons parler de la rencontre des chefs coutumiers Mafoula avec le président Chavani pour la construction des maisons. Dans son allocution, le président de la République a rassuré son engagement sur la transition du numérique en RDC. J'ai tenu à engager la nation tout entière dans la transition numérique. Ma volonté est de voir la culture du numérique gagner toutes les couches de nos populations et de nos administrations, a-t-il déclaré. Félix Tshisekedi a annoncé par ailleurs le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les Congolais d'ici 2020, ce en vue de doter le pays d'un registre national de la population. En outre, le premier citoyen a annoncé la création des cadres institutionnels de prise en charge du développement numérique au niveau provincial. Il a à cet effet invité les gouverneurs de province à mettre en place des structures y afférentes, suivant les instructions qu'il va donner à la prochaine conférence des gouverneurs. Il s'y est dénoté qu'en marge de l'atelier de validation du plan national du numérique, le conseiller du chef de l'État en la matière a annoncé que Kinshasa va abriter le forum régional sur le numérique, dénommé African Digital Story, en date du 16 et 17 avril 2020 prochain. Dominique Migisha a indiqué cependant que ce forum va permettre de remettre la carte du Congo-Kinshasa au cœur de l'Afrique et à l'échelle internationale sur le plan numérique. À noter que cet atelier de validation va s'étendre jusqu'au 5 septembre. Il réunit des experts congolais du secteur numérique venus de toutes les provinces du pays. Par le biais de son neveu, le chef coutumier Mafoula Ngenge a indiqué à Gabriel Chabani que les portions de terre du village Mundiabaka sont disponibles pour abriter les logements sociaux. Nous sommes venus voir le président Chabani Record par rapport à ces projets qu'il a, les projets de construction, de logements pour la population. Comme les chefs aillent des portions de terre qui sont vides, nous voulons contribuer par rapport à ces projets. Les chefs vont disposer les terres et le président Savadi va amener des partenaires pour son projet de construction de logements sociaux pour la population. De son côté, le PDG de Happy Congo a évoqué les motivations de sa démarche. Et nous avons construit un projet pour faire des maisons à partir de 14-15 000 dollars et à crédit, parce que nous avons des banques comme UBA et autres banques qui nous soutiennent. Mais pour ça, nous avons besoin de la terre. Alors nous sommes allés négocier directement avec les chefs coutumiers, hormis les terrains de CPA que vous connaissez. Il y a notre projet aussi de 2500 maisons à Maluku. Et voilà, nous sommes intéressés aussi pour construire vers la frontière de Kinshasa-Congo. Raison pour laquelle nous avons vu le chef coutumier et nous l'avons invité, il est venu nous rendre visite pour lui proposer les contrats et mettre sur la liste de terrains qu'on va construire d'ici peu. Avec une ambition de construire plus de 20 000 maisons par année,
Gabriel Chabani a indiqué que ces travaux rentrent dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le numérique. Je sais que quand je vais poser encore la question à Koutou, déjà qu'à Kinshasa, la fracture numérique est assez forte. Pour vous, Pétillon Mondia, l'impact ou l'apport du numérique dans le développement d'un pays, pour vous, c'est très important le numérique aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dépasser du numérique. C'est un outil important. Aujourd'hui, on ne peut pas se dépasser de ça. C'est ce qu'on attend à Koutou. Là, j'implore, si Chabani peut venir s'installer chez nous, ça serait une bonne chose. Je veux le voir personnellement pour qu'il apporte toute son expertise chez nous. À Koutou, oui. Par rapport aux maisons, par rapport au solaire, parce qu'il est partout. Hein, parce que l'énergie là-bas fait défaut aussi. L'énergie fait défaut. L'énergie fait défaut chez nous. Il faut qu'il arrive, qu'il puisse constater ce qui se passe chez nous. On est dans le noir là-bas. On est dans le noir. Il n'y a vraiment rien comme électricité à Koutou. Ça me paraît incroyable en plein 21e siècle. Il y a des coins de mon pays où on ne voit même pas une ampoule briller. Je suis l'élu du Koutou, je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Il n'y a pas de l'électricité à Koutou. Si Chabani peut venir s'investir chez nous, ça serait une bonne chose. Le message est lancé. Il y a peut-être les chefs coutumiers de là-bas doivent laisser aussi les terres, hein, parce que les terres aussi c'est pour les chefs coutumiers. Hein, ils ont leur mot à dire. Hein, nous pouvons travailler avec Chabani dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Par rapport au numérique, revenons à ce phénomène de fuite des documents dans le réseau. C'est vrai que nous avons parlé du numérique. Il faut que le numérique est quasi indispensable aujourd'hui dans le développement d'un pays. Mais je reviens sur cet aspect-là, parce que la fuite des documents aujourd'hui dans les réseaux sociaux, quelle est votre perception de cela? Est-ce que ce sont des combats à derrière-garde, des combats politiques aujourd'hui, ces fuites des documents? Parce que même le directeur de cabinet du chef de l'État dit qu'il devait sécuriser les documents de la présidence, parce que excusez-moi, c'est la première fois qu'il y a des fuites de documents comme ça dans le net. Ça ne se passe pas seulement au Congo, partout, tout le monde, il y a des fuites. C'est question de sécuriser les documents, c'est tout. Comment faire pour... Je ne suis pas spécialiste à la matière, je ne sais pas vous donner toutes les précisions. Il faut sécuriser. Hein. Il faut seulement sécuriser. Il faut voir les spécialistes pour que vous puissiez sécuriser les documents. C'est tout. Dans les réseaux sociaux, oui. C'est vrai. Revenons par rapport à ces maisons sociales que veut bâtir le président Chabani aujourd'hui. Il a parlé de la concession de CEP, et il y a même vers Maluku, vers l'entrée du Bas-Congo. Et c'est vrai que vous avez lancé ce message pour que Chabani ouvre aussi ses horizons, aller jusqu'à Koutou. Dans le Maïndombe. Il a parlé des 15 000 $. J'ai suivi 15 000 $ par crédit. Faisable chez vous? Est-ce que la population peut payer 15 000 $? Ou on va travailler autrement pour trouver des prix abordables pour cette population? Il faut travailler autrement pour trouver des prix abordables. Ce n'est pas faisable d'acheter une maison à 15 000 $ à Koutou. Mais la population n'a pas l'argent. Où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour vous payer une maison de 15 000 $? C'est difficile, madame. Mais on peut négocier avec le président pour voir. Et ce qui est intéressant ici, j'ai entendu parler qu'il va donner ça à crédit. On peut donner à 15 ans, 20 ans par exemple. Pour que chaque année ou chaque mois, qu'on puisse reverser quelque chose. On est en train... c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Très bonne idée. Parce que les Congolais ne sont vraiment pas habitués à cette histoire des crédits, voiture à crédit, maison à crédit. Ça se passe ailleurs, pas au Congo. On achète tout cash ici. On achète tout cash ici. Il faut que le président puisse être regardant dans ce domaine-là. On développe un pays qui est avec des banques. Si on n'a pas de banques, ça serait difficile. Avec des crédits. Avec des crédits, tout ça. C'est comme ça que l'économie va tourner. Mais ici, on achète avec le cash. C'est difficile. C'est difficile. Nous allons... en tout cas, nous reste, je crois, quelques poussières de mine, donc 5 minutes, si je vois bien ma montre. Nous allons revenir à l'Assemblée nationale. 8 mois après, c'est une question de curiosité pour que l'opinion comprenne un peu. 8 mois après Pétillon Mondia, si on vous disait de vous auto-évaluer à l'Assemblée nationale, comment ça se passait ces 8 premiers mois? Jusque-là, rien n'a été fait à l'Assemblée nationale. On attendait le gouvernement depuis qu'on a été investi. Qu'est-ce qu'on a fait? On vous paye pourquoi faire vos émoluments? C'est la question que nous nous sommes posés. Je ne sais même pas si vous touchez combien, parce que là c'est un secret d'État, je ne sais pas si vous êtes à combien. Ce n'est pas un secret d'État, mais je ne peux pas venir dans un plateau de télévision. Là, je sais que en ce qui concerne l'argent, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Je ne sais pas combien vous gagnez, c'est votre secret, mais normalement ça ne devait pas être un secret. Je ne sais pas si c'est 10 000, 4 000, 5 000, bon, c'est votre problème. Mais donc, vous me dites que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui a été fait à part la plénière
manière d'investiture du gouvernement. Mais le règlement intérieur... C'était le règlement intérieur, tout ça. Les commissions, vous avez déjà... Non, on n'a pas encore commencé les commissions. Pas du tout, il n'y a pas de commission politique, judiciaire, pas de politique... Non, jusque-là, on n'a pas encore mis les commissions en place. Pas du tout. Pas encore. Ça va se faire quand? Certainement au mois de septembre, ici, tout sera fait. On attendait le gouvernement, tout ça. Ouais, vous êtes rentré, vous êtes retourné à l'Assemblée nationale, à la plénière, après votre sortie fracassante? Je ne suis pas rentré. Hier, le lundi, je suis resté chez moi, j'ai regardé la télévision, parce que je ne pouvais pas investir un tel gouvernement sur base d'un tel papier, un tel document de 15 papiers duplicataires. Les Congos ne méritent pas ça, madame. Les Congos ne méritent pas un programme gouvernemental de 15 papiers duplicataires. Et avec quelle police utiliser dans ces papiers-là, madame? C'est pas sérieux. Donc d'ici septembre, c'est la rentrée budgétaire, je crois. Oui, c'est la rentrée budgétaire, si je me trompe. C'est la rentrée budgétaire, oui, vous avez raison. Donc, j'espère que d'ici là, vous aurez vraiment à travailler pour qu'on ait un budget quand même assez conséquent, parce que même aucune fuite, à peu près, on ne sait pas, on va, ce sera un peu plus cette fois-ci, parce que selon les promesses du chef de l'État, on va aller vers 85 millions. C'est ce qui nous a promis pendant la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, c'est ce qu'il avait promis. Nous, on est des observateurs, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On attend le mois de septembre. Question de curiosité, vraiment, là, on détend un peu l'atmosphère jusqu'à la fin de l'émission. La première fois, c'est pour, je crois, la deuxième fois qu'il y a une dame à la tête de l'Assemblée nationale, hein, qu'on n'oublie pas. Janine Mabouna n'est pas du tout la première, parce qu'il y avait eu Omatoukou, si je ne me trompe pas, à la tête de l'Assemblée nationale. Comment vous jugez son travail? J'aimerais bien savoir, je suis femme, genrée et tout ça, j'aimerais bien savoir comment ça va. Il faut nous donner, c'est vrai, c'est une maman qui a un cœur de maman. Elle fait bien son travail? Elle fait bien son travail jusque-là, mais nous ne sommes pas encore dans le travail. Dans le travail proprement dit. Proprement dit, pas encore. Vous êtes encore il faut lui donner le temps. Dans l'habillage et tout ça. Nous sommes dans l'habillage, il faut lui donner le temps pour qu'on puisse l'évaluer. Le temps viendra qu'on va l'évaluer. On va l'évaluer. Et l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, comment vous faites? C'est vrai que votre opposition, c'est chaque fois qu'il y a blocage, vous sortez de la salle. Vous allez continuer cette politique, petit homme, chaque fois qu'il y aura blocage, vous allez sortir de la salle? Pas du tout, madame. C'est payant cette politique? Pas payant, mais c'est payant? C'est pas payant, mais c'est dans le cadre... C'est pour alerter la population, c'est pour alerter l'opinion. Mais ce n'est pas dit que chaque fois on va sortir, non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'une des stratégies, mais on n'aura pas à sortir toutes les fois, non. Nous sommes presque à la fin. 2023, Pétillon, Mwinda se représentera encore? En 2023, si le Seigneur le veut. Moi, je suis un chrétien, je me remets à mon Dieu, si le Seigneur le veut. Vous allez revenir empiler pour 2023? Oui, ça c'est sûr, parce que allez-y à Koutou vous informer, hein. Parmi les meilleurs élus de Koutou? Je suis parmi les meilleurs élus de Koutou, je suis de l'opposition, je n'ai pas donné l'argent à ma population de Koutou, mais je suis parmi les 2 premiers meilleurs élus de Koutou. Je n'ai pas distribué de t-shirts à Koutou, je n'ai pas distribué de l'argent. Informez-moi à la base. Et je suis un député de l'opposition, je n'ai pas l'argent, mais j'ai été élu massivement à Koutou. 2023, madame. vous êtes sûr, vraiment, nous sommes vraiment en train d'atterrir, vous êtes sûr que Kabila va se représenter en 2023? Je ne suis pas Dieu le Père pour être sûr ou pas, c'est Dieu le Père qui connaît s'il va se représenter ou pas. Est-ce que vous sentez sa présence aujourd'hui dans les décisions que prenne la majorité présidentielle aujourd'hui? Vous sentez la présence de l'ancien chef de l'État? C'est lui qui est le chef du FCC, c'est normal qu'il soit présent dans les décisions, madame. Eh bien que Vital Kamerhe a martelé, il n'y a qu'un seul chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai. Beaucoup disent que le poids de l'ancien chef de l'État se fait très sentir oui, mais il a une majorité. Dans la gestion quotidienne. Il a une majorité écrasante dans cette coalition-là. C'est normal qu'il puisse être présent. C'est tout à fait normal. Comment vous vous préparez, puisqu'on a reproché aujourd'hui à la population congolaise d'avoir fait l'alternance au sommet de l'État et d'avoir, je ne sais pas, pour l'Assemblée nationale ou pour les assemblées provinciales, remis les mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est le FCC qui a cette majorité écrasante. Comment expliquez-vous ce décalage? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment cette même population a fait partir Kabila, mais a remis le FCC à l'Assemblée nationale. Comment expliquer ça? Mais madame, est-ce que c'est la faute de la population? Est-ce que c'est la population qui a remis les mêmes personnes? Ou c'est la CENI, toujours? Ou c'est la CENI?
C'est à vous, ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous savez comment est-ce que ça s'est passé dans ce pays. Vous savez qu'est-ce que la CENI avait fait en son temps. Jusqu'à la Cour constitutionnelle, vous savez ce qui s'est passé. Ce n'est pas à moi de vous apprendre tout ça. Donc en 2023, nous espérons que les choses se feront tout autrement avec le nouveau président de la République qui a prôné en tout cas la transparence, la démocratie et en tout cas la démocratie, tout est là pour que les élections de 2023 puissent se tenir dans les bonnes conditions, parce que je sais qu'à la CENI, tout sera chamboulé, tout ça. Il y aura des nouvelles personnes à la nouvelle CENI. Merci en tout cas à Pétio Mundia Mosengo d'être passé à la barre. Il est député élu de la circonscription de Koutou dans le Maïndomé, dans l'ex-Grand Bondoudou. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à ma couturière d'aujourd'hui, Karine Kandou. Et merci aussi à vous pour votre fidélité à cette émission Info 7. Et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.